Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier et de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, on va où? Eh ben, on va à Dubaï pour changer. On a été en Argentine, on a été au Cambodge, on a été à Budapest et je pensais que c'était très intéressant de faire un épisode sur l'immobilier à Dubaï. On sait que c'est en vogue, il y a pas mal de pubs sur les réseaux et je voulais voir quelles étaient les spécificités de ce marché, comment est-ce qu'on fait pour acheter, comment est-ce qu'il est possible de pas payer cash tout de suite un investissement, quelles sont les rentabilités, les quartiers, etc. On va tout voir ensemble avec Agathe, c'est pas la peine qu'on fasse une intro trop longue. Avant de démarrer, je vais quand même faire une petite dédicace à tout le monde, j'ai eu beaucoup de retours suite aux 2 derniers épisodes. Alors c'est vrai que entre l'épisode d'il y a 2 semaines et celui d'il y a 1 semaine, j'étais pas mal occupé, donc j'avais tout de suite posté, j'avais pas été rechecker les avis, etc. Donc j'avais pas pu faire de dédicace. Merci à tous, vous avez été très nombreux à revenir vers moi par rapport à lors de l'épisode avec Johan. Également à me dire que c'était une très bonne idée mon épisode, le bonheur est dans la rat race, être salarié, c'est tellement mieux qu'être entrepreneur. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours plutôt positifs, je m'attendais à me faire un peu défoncer en mode et qu'est-ce que tu racontes, t'es bye patron, pourquoi tu nous inventes cette histoire? Maintenant, j'ai eu beaucoup de retours très positifs, voilà, qui étaient contents, qui est un contrepoids de temps en temps qui exprime également les avantages qu'on peut y trouver. Donc, merci à David, aka David le plaquiste. On a eu un bon petit échange la semaine dernière, il est sur une grosse opération. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, à lui faire gagner quelques deniers. Visiblement, c'est chose faite, donc bravo à toi, félicitations pour ton nouveau projet. Badis Boni, Romain pour les retours. Les petits pieds vagabonds qui partagent en story lors de leur voyage quand elles écoutent mes podcasts, donc ça me fait toujours super plaisir. Si vous écoutez mon podcast dans la voiture et que dehors il fait beau ou que vous êtes en voyage ou même si vous êtes dans les bouchons lyonnais, n'hésitez pas à poster une petite story en me taguant, je vous repartagerai. J'adore voir en fait dans quel contexte les personnes écoutent ce podcast. Ça met un peu de la réalité sur les chiffres d'écoute, parce que c'est vrai que quand on voit le nombre d'auditeurs, parfois on a du mal à se représenter. On sait très bien que c'est des vraies personnes et j'ai beaucoup d'échanges avec la plupart d'entre vous. Mais quand même, parfois on a un peu du mal à se représenter ce que c'est vraiment dans la vraie vie d'avoir autant d'auditeurs. Donc merci à vous. Gaëtan qui partage aussi en story, Fury Construction qui se passera un jour sur le podcast, qui réécoute tous les vieux épisodes. Krami aussi qu'on verra au week-end. En Alsace, donc qui repartage en story. Voilà. Chose exceptionnelle, j'ai eu 4 commentaires en 1 semaine. Je crois que quand je vous ai indiqué le chiffre de 1 commentaire toutes les 15 000 écoutes, ça vous a fait réagir. Et j'ai eu 4 commentaires en 1 semaine sur Apple Podcast. C'est assez incroyable, c'était jamais arrivé. Donc je vais en prendre 1 ou 2. Merci à Atombox. C'est toujours un plaisir de retrouver un épisode. Ça fait du bien, un retour d'expérience réaliste sur l'IMO, les investissements. Les retours sentent le vécu. Et c'est toujours intéressant de retrouver des invités dans des domaines ou localisations variés. Merci pour ce podcast. Et voilà, là, aujourd'hui, on a de nouveau un invité dans une localisation un peu exotique et qui sent bon le soleil. Et effectivement, ce que j'essaie de vous partager par rapport à ce podcast, c'est un retour d'expérience aussi vrai que possible sur la vie d'un investisseur. L'investisseur que je suis pas le meilleur, je suis pas le plus mauvais, mais en tout cas, j'essaye de vraiment vous faire un retour réaliste sur les vérités d'être un investisseur. Pour info, j'enregistre cette intro, on est le 24 avril et cette semaine je me suis tapé ma compta des meublés. Voilà, j'en avais fait un épisode l'année dernière pour les meublés. Je fais moi-même ma compta, ça me rappelle un peu mes heures sombres de stagiaire en cabinet d'expertise comptable. Je regrette pas de plus faire ça aujourd'hui, mais ça fait toujours du bien de remettre un peu en perspective, de voir aussi, c'est un peu le moment où je vois les évolutions. C'est incroyable, les petits frais comme ça monte vite. On parle souvent des taxes foncières, alors forcément c'est des montants qui sont importants, et que ce soit la PNO, ma PNO elle avait pris 20, donc propriétaire non occupant, l'assurance, elle avait pris 20% l'an dernier, elle a repris 13%, donc là je vais voir pour changer, parce que sur un appart ça fait pas grand chose, mais quand c'est sur un nombre conséquent d'appart, forcément ça commence à faire quelques centaines ou milliers d'euros, je pense. Et idem, les frais bancaires alors j'ai pas beaucoup de comptes où je paye des frais, mais sur un compte où je payais 7,50 par trimestre, et maintenant je paye 9 euros. Donc ça fait quand même, ça doit faire pas loin de 20% d'augmentation. C'est
Donc c'est tous ces petits frais, voilà. Et aussi c'est pour ça que de temps en temps, faut bien augmenter les loyers. Alors on peut pas le faire tout le temps. En plus, il y a des législations qui viennent un peu nous contraindre. Mais voilà, tout augmente et si nos revenus en face n'augmentent pas, ça nous crée un déséquilibre. Le seul truc qui n'augmente pas, et c'est pour ça qu'il faut acheter le plus tôt possible, c'est votre remboursement d'emprunt. Voilà. Au début, peut-être ça peut vous paraître élevé, et en fait, au fur et à mesure que tout augmente, y compris vos loyers, ça va peser de moins en moins. Deuxième petite dédicace, Bing Bao, un podcast au top qui sent bon le Gewürztraminer et la saucisse de Belfort. Voilà, on embrasse tout le Grand Est. Des interviews variées avec des interlocuteurs de qualité et surtout un vrai investisseur derrière tout ça. Bref, indispensable pour occuper vos longues heures sur la route ou dans les bouchons. Et voilà, vous pouvez aussi faire du sport, c'est bientôt l'été. Donc c'est le moment. Voilà, merci à vous. Donc j'avais encore Vivi4P, Vivi4P, Viviap, je sais pas, qui m'avait aussi laissé un commentaire. Voilà, j'en ai eu également un depuis Dubaï et c'est aujourd'hui à l'endroit où on part. Dernier point avant de démarrer, j'ai rediscuté avec Johan pour l'événement à Budapest. Si ça a lieu, ça aura lieu du 2 au 4 septembre, tout début septembre, du vendredi 2 au dimanche 4 septembre. Si ça se fait, moi j'essaierai d'arriver même le jeudi soir. L'idée, ce serait surtout le samedi que ce soit un peu mastermind, des conférences, qu'on discute des projets d'investissement à Budapest et qu'on aille voir ces chantiers. Johan, il m'a indiqué qu'il avait, je crois, 3 gros chantiers, en tout cas qui auront commencé d'ici là, donc on pourra aller les voir le samedi, probablement le dimanche matin, ça dépendra bien sûr des vols de tout le monde. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu, ce sera un mastermind. Donc à Budapest, c'est une ville qui est très sympathique, mais l'idée c'est un peu de parler de l'investissement à Budapest et en Hongrie. Si vous n'êtes pas du tout intéressé par l'événement, par l'investissement à Budapest, ce sera pas, je pense, le meilleur moyen pour visiter la ville. Alors jamais de la vie, on vous demandera de poser un chèque d'acompte ou quoi que ce soit à l'issue de l'événement, mais c'est quand même pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par investir à Budapest. Et pour ça, on l'a vu dans l'épisode, il faut notamment du cash. Donc si vous n'avez pas de cash, si vous n'êtes pas intéressé par investir à Budapest, on pourra faire un événement à un autre moment. Vous pourrez m'inviter là-bas et je viendrai avec joie. Vous pouvez aller au Seagate Festival, vous pouvez faire des enterrements de vie de jeunes filles, des enterrements de vie de jeunes garçons ou que sais-je. Mais si on fait ce mastermind, ce sera vraiment pour vous présenter l'investissement en Hongrie et puis bien sûr pour se voir et passer un bon moment. Si ça vous intéresse, tenez-moi au courant. Et si ça se fait, tant mieux. Moi, bien sûr, j'aurai aucun intérêt financier là-dedans. J'essaie juste de vous ouvrir un peu au monde et aux personnes qui cherchent à se diversifier. Donc, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, on n'en mourra pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Juste avant de démarrer, ce sera le dernier point. Là, on va voir avec Agathe l'investissement à Dubaï. Un point que je voulais mettre en évidence, on va en parler avec Agathe, mais c'est quand vous faites un investissement, le plus important, c'est pas la rentabilité, c'est pas combien vous payez, c'est comment vous récupérez vos fonds. Quand vous êtes à Dubaï, vous n'êtes pas en Europe, donc c'est forcément des législations différentes qui s'appliquent. Ça peut avoir un impact sur là-dessus. Quand vous investissez dans des startups, votre argent il est bloqué parfois très très longtemps. Quand vous investissez dans des cryptos, parfois on a des rentas de fou, mais en fait on peut pas les récupérer. Il y a des périodes de vesting et tout. Donc voilà, le plus important, toujours quand vous investissez, posez-vous la question, comment je récupère mes fonds? Comment je rapatrie l'argent? Voilà, on se retrouve avec Agathe et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va prendre plus ou moins l'avion. En tout cas, on va voyager avec Agathe. Agathe qui habite à Dubaï et qui va nous présenter, nous parler du marché immobilier Dubaïot, je pense qu'on dit. Ouais, c'est ça. Salut Agathe et puis bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que ça va en ce beau dimanche de printemps chez nous? Il fait bien beau. Ouais, c'est beau, merci pour l'invitation. Écoute, ça va super bien. Nous, ici à Dubaï, il commence à faire ultra chaud. D'ailleurs, est-ce que tu es déjà venu à Dubaï? Toi, tu connais un petit peu? Ouais, j'y étais en janvier. J'y étais 2 fois. J'étais en janvier, une fois en octobre, je pense, et une fois en janvier. C'était super bien. Franchement, en janvier, il faisait bon. Chez nous, il faisait dégueu. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. C'est une ville, après, chacun a ses préférences de voyage. Mais moi, je pense qu'il faut y aller au moins, quand t'es européen, je sais pas, tous les 2 ans. En plus, moi, j'aime pas trop l'hiver. Donc, passer là-bas, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Et puis, tu vois un peu
tu vois la ville, comment elle se développe, même en 2 ans. Tu vois, il y avait la grande roue, là. Je pense qu'elle était pas, il y a 2 ans, elle était encore en construction quand j'avais été. Et puis là, en janvier, ben, j'étais sur la grande roue, là, la plus grande du monde. C'était cool, quoi. Il se passe tout le temps des trucs. Ça change, quoi. Il se passe tout le temps des trucs, ça va très très vite, comme tu dis, et il y a encore plein de choses à venir. Moi, j'habite depuis Ouais. pratiquement 10 ans à Dubaï, et j'ai vu des quartiers sortir de terre, j'ai vu les lois sur la famille changer, évoluer, j'ai vu la ville complètement se développer et changer de visage sur les 10 dernières années, et plus particulièrement sur les 3-4 dernières années, ça va super vite. Ok. Ouais, bah, c'est aussi pour ça. C'est vrai que Dubaï, c'est un peu, tout le monde a un avis dessus, quoi. C'est soit en bien, soit en moins bien, mais tout le monde a un avis dessus, donc on va voir ça ensemble. Bah, si tu peux commencer par, donc le podcast s'appelle Bye Bye Patron, et souvent, pourquoi en fait, c'est un peu l'idée du podcast, c'est que les gens, ils ont eu des désillusions, tu vois, avec leur premier job, où ils ont fait des études, où leurs parents, ils leur ont dit qu'ils pouvaient tout faire, et puis après, quand ils arrivent dans le monde du travail, ils se rendent compte que ils sont très très exceptionnels, mais que en fait tout le monde n'a peut-être pas jugé à leur juste valeur leur prédisposition. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter une de tes premières, je sais pas, expériences professionnelles, soit un peu cocasse ou alors quand tu as fait un métier un peu incroyable, ou alors ce que tu faisais avant d'arriver dans ton métier actuel? Écoute, j'ai pas spécialement de choses cocasses à dire par rapport à ma vie. Après, la chose qui est un petit peu plus, enfin, qui est un petit peu étonnante en général par rapport à mon parcours professionnel, c'est que j'ai bossé dans 3 pays différents et j'ai bossé dans énormément d'industries différentes. Donc, effectivement, moi aussi, comme tu dis, hein, j'avais de grands rêves. Je voulais faire une belle carrière, je voulais gagner beaucoup d'argent. Donc, j'ai démarré à Paris dans la finance, dans l'informatique financière. Et en fait, mon boulot, c'était de recruter des consultants pour travailler dans des grandes banques d'investissement françaises et qui étaient en général des gens qui sortaient de Polytechnique ou de grosses écoles d'ingénieurs en informatique et de les proposer aux banques d'investissement pour des missions de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui a très bien marché, c'était top et j'ai gagné pas mal de sous. Donc, pour le Bye Bye Patron, ça s'y prête. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu en fait le corporate et évoluer, créer une carrière dans une entreprise comme une fin en soi. J'ai fait des études d'économie et j'ai travaillé dans la finance et dans des fields super rémunérateurs pour justement investir le plus tôt possible dans l'immobilier ou la bourse, des choses comme ça, pour acquérir une indépendance financière le plus tôt possible. Moi, j'ai toujours dit, j'ai 38 ans aujourd'hui, donc je vais devoir revoir mes plans à la baisse. Mais j'ai toujours dit, moi, à 40 ans, j'arrête de travailler. Et j'ai 40. Donc bon, on va pousser jusqu'à 45, je sais pas. Mais voilà, en gros, moi, j'ai commencé dans la finance et quand voilà, j'ai fait pas mal d'argent, mais c'était quand même un milieu très, très stressant. Donc, à un peu moins de 30 ans, j'ai décidé de quitter Paris et d'aller vivre à Dubaï pour tenter l'aventure à Dubaï. Je voulais tout faire, sauf ce que je faisais avant. Donc, j'étais super open en termes d'aspiration professionnelle, on va dire. Et j'ai travaillé pour un gros distributeur de nourriture française, de gourmet, de produits gourmets, en fait, comme du caviar, du foie gras, du homard, des huîtres, tout ça pour les étoiles et les restos à Dubaï. Ça a été top parce qu'en fait, grâce à ça, quand tu arrives dans un pays où tu connais personne ou que tu connais pas la ville ni les endroits, bah, ça m'a permis de connaître plein de choses, de comprendre la ville, de lire la ville et de me faire énormément de contacts. Donc, j'étais commerciale et ensuite directrice commerciale dans cette société. Et ensuite, j'ai quitté cette compagnie pour travailler chez Disney. Et là, j'étais responsable de tous les contrats de licence Disney pour les food, enfin, tout ce qui est nourriture, boissons, produits consommables pour tout le Moyen-Orient. Donc, en fait, concrètement, mon boulot, c'était d'aller voir le Danone local et lui proposer de faire des yaourts Reine des Neiges et Spider-Man. Ok, trop cool. Trop cool, ouais. Donc là, on est bien loin des polytechniciens pour la finance, quoi. C'est pas exactement le même métier. Exact. Ouais, bah cool, bah un gros parcours.
Et du coup, c'est pas pour tes ventes de yaourt que tu es sur le podcast. Donc, aujourd'hui, t'en es où? Ouais, aujourd'hui, j'ai monté ma boîte que quand le Covid est arrivé, le fait de bosser chez Disney, qui est une boîte ultra corporate, ultra sécurisée, etc. Je me suis retrouvée pendant 2 ans à travailler de chez moi, à faire du reporting, des PowerPoint, des fichiers Excel. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter et de me donner ma chance en fait de créer ma boîte et de faire quelque chose qui me plaît vraiment et de vivre de ma passion. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma société dans l'immobilier. Et en fait, j'ai regardé un peu ce qui se passait autour de moi. J'ai regardé les fluctuations de l'immobilier à Dubaï et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'affaires à faire. Je me suis rendu compte aussi que le secteur de l'immobilier à Dubaï apportait des opportunités en termes d'investissement que peu de pays dans le monde apportent encore aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de promouvoir ce type d'investissement à l'étranger et d'accompagner les investisseurs étrangers dans leur investissement locatif à Dubaï. Ok, cool. Et donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé de faire un épisode parce qu'on en avait fait un avec Johan, là, donc, à Budapest. Et donc, t'as un peu, je pense, une activité ressemblante, même si c'est pas exactement pareil, à mon avis, à Dubaï. Du coup, on va peut-être commencer rapidement sur la vie à Dubaï. Est-ce que tu peux nous en dire en dehors de l'immobilier, peut-être le coût de la vie, comment tu vis, comment tu t'es installé, un peu pour les gens qui voudraient s'expatrier, comment ça se passe. Peut-être les impôts. Je pense qu'il n'y a pas trop d'impôts sur le revenu. Euh, Nouvelle, hein, c'est la ouais. bonne nouvelle de venir s'installer ici. En fait, donc, ouais, tu as zéro impôt sur le revenu, tu as zéro même quand tu es toi patron, tu n'as pas de charge salariale, tu n'as pas de charge patronale à payer. Quand tu es employé, ton salaire net, c'est ton salaire brut, en fait, c'est la même chose. Après, la contrepartie de ça, c'est que du coup, tu n'as aucune couverture sociale. Tu n'as pas de retraite, tu n'as pas de chômage au cas où tu perds ton travail. Et je dirais même plus, si tu perds ton travail, il faut en trouver un très, très vite parce que ton visa, en fait, est la raison pour laquelle tu as le droit de rester sur le territoire est liée directement à ton sponsor qui est ton employeur. Après, c'est très facile de trouver d'autres options pour avoir un sponsor. Notamment, tu peux monter une société freelance et avoir un visa à ton nom grâce à cette société. Tu peux avoir un visa d'investisseur aussi. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, du coup, c'est pas non plus très, très précaire. C'est-à-dire que tu peux rester sur le territoire, mais c'est vrai que le coût de la vie est assez important. Donc, il faut retrouver quelque chose assez rapidement. Après, quand je dis coût de la vie important, Dubaï, c'est ce que t'en fais. Comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui ont plein d'avis sur Dubaï, qui adorent, d'autres qui détestent, d'autres qui ont l'impression qu'il faut être millionnaire pour pouvoir s'épanouir ici. C'est pas le cas. Au quotidien, tu peux faire plein de choses sympas en famille, avec des amis, sans non plus casser ta tirelire, quoi. Il y a plein de choses à faire. Et c'est beaucoup plus authentique que ce qu'il n'y paraît, en fait. Quand tu viens en vacances et que tu vas à Burj Khalifa ou Downtown, Marina, etc. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, de l'expérience que j'en ai eue, les services sont pas très chers. Par exemple, les taxis ou même aller au restaurant, faire des excursions, tout ça. Ça, c'est pas très cher. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus chères, du type la santé. À mon avis, ça coûte assez. C'est pas donné. Je pense, justement, tu t'assures ou tu payes le médecin chaque fois que tu y vas, en fait. T'as une Non, en assurance, fait, je suppose. ici, tu as une assurance maladie qui est l'équivalent d'une mutuelle qui est payée Ouais. par ton sponsor. C'est obligatoire. Quand tu emploies quelqu'un, tu es obligé de lui Ok. payer l'assurance maladie, ça vient avec ton visa. Donc, du coup, ça, en fait, ça coûte pas cher. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle entre Dubaï et les États-Unis, par exemple, en Hmm. termes c'est un peu marche ou crève, entre guillemets. Hmm. Non, ici, la santé, ça va, on est couvert. Après, si t'es en freelance ou si t'as ta propre boîte, ouais, dans ces cas-là, il faut que tu te payes une mutuelle à l'année. Ça coûte pas hyper cher. Ce qui coûte le plus cher ici, c'est vraiment ton loyer, c'est se loger et c'est les écoles si tu as des enfants. Hmm. Ok. Ouais, ça, on en avait parlé. J'avais eu aussi un joueur de poker qui habite au Cambodge et même lui, il m'expliquait que l'école, dès que t'es en fait partout dans le monde, dès que t'es dans une école privée en fait, pas payée par l'État, ça coûte tout de suite très cher. Et donc, si demain on me propose un boulot à Dubaï, combien il faudrait que je demande au minimum pour avoir une vie sympa, tu dirais?
Bah, tout dépend de ton profil. Si tu es tout seul, si Si je tu es suis tout seul, célibataire, on va pas dire. d'enfant, pour bien et kiffer, tu vois, c'est-à-dire vivre dans un Mhm. bel endroit, mais en même temps te faire plaisir, aller au resto. Ouais, voilà, vraiment ne pas compter, voyager quand on a envie, etc. Il faut minimum, je dirais, entre 20 et 25 000 dirhams, ce qui fait environ 5 à 6 000 euros. Mais c'est pas, pour ici, pour Dubaï, c'est pas un salaire très élevé, tu vois, c'est un salaire d'une personne qui a 4-5 ans d'expérience, qui a un master et Ok, 4-5 ans d'expérience, tu peux prétendre à ça très facilement. ouais. Ok, ouais. Du coup, c'est. Et puis ouais, 5 6 000 euros, ok. Bah cool. Tu sais qu'au Cambodge là, le Baptiste, le joueur de poker, il disait que bon lui c'était pour une famille, mais qu'il lui fallait aussi 5 6 000 euros pour vivre la vie d'expat. C'est souvent plus cher que ce qu'on peut penser, mais au final on voit que entre Dubaï et le Cambodge, c'est presque un budget ressemblant. Et Ouais, après, ok, la famille, ça chiffre, hein. Ça chiffre beaucoup plus par contre. ouais, c'est clair, quand tu as une famille, c'est différent. Ok, super. Donc 5 6 000 euros, 20 25 000 dirhams. Et, euh, et les gens, ils se logent où? Parce que c'est vrai, si on a déjà été à Dubaï, bah, tu as la marina, tu as le downtown. Est-ce que c'est là où les gens, ils habitent? Franchement, oui et non, mais pas trop en fait. Ça va être certains types de profils qui vont habiter dans ces endroits-là. Tu vois, moi j'habitais à Downtown quand je suis arrivée, par exemple, parce que j'étais toute seule avec mon mari et que c'est un endroit où ça bouge énormément. Tu as plein de restos. Tu peux aller au mall jusqu'à minuit, tu peux faire du shopping jusqu'à minuit Mhm. parce que tu t'ennuies et je sais pas, il y a rien à la télé par exemple. Donc ça vit quoi, c'est top. Marina, c'est à peu près la même chose, c'est le même esprit, mais tu es au bord de la mer. Et donc, du coup, c'est sympa aussi. Donc, ça, c'est les endroits, on va dire, où tu vas avoir des gens qui sont célibataires ou des couples sans enfants. Après, à partir du moment où les gens commencent à avoir des enfants, en général, ils bougent en villa, dans des campanges, ce qu'on appelle des campanges. En fait, c'est des grands lotissements où il y a plein d'espaces verts, où il y a plein de villas avec un jardin et puis des piscines et tout, et où il fait bon vivre globalement. Et ça, c'est à une vingtaine de minutes du centre-ville en général. Ok. C'est comme un peu partout dans le monde. Quand tu as, quand t'as une famille, tu t'éloignes un peu du centre-ville pour avoir un peu plus de place et de verdure. Ok. Et, euh, avant de partir sur l'investissement à Dubaï, toi, tu avais investi en France avant de partir? Ouais, moi j'ai commencé à investir en France. Je te dis, j'avais une idée fixe, hein. Moi, je voulais être entière à 40 ans. Donc, j'ai commencé très tôt et j'ai commencé à acheter des chambres de bonne à Paris. Après, moi, je suis de Ok. Paris. Donc, j'ai une vision ultra biaisée de l'immobilier français. C'est-à-dire Ouais. que voilà, t'as rien en dessous de une chambre de bonne de 10 mètres carrés, ça coûte 100 000 euros, quoi. À l'époque Hmm. où moi j'ai acheté, c'était il y a 15 ans. C'était plutôt aux alentours de 60-70 000 euros et aujourd'hui c'est aux alentours de 130 000, 130 Hmm. 000, 130 000 en fonction des quartiers. Donc moi j'avais compris à ce moment-là que c'était le meilleur rendement possible, que plus tu achetais petit à Paris et plus tu faisais de l'argent. Donc j'avais acheté des places de parking et des chambres de bonne. Ça c'est quand j'étais étudiante. Ok. Ah, quand tu Et étais étudiante déjà. ouais, ça c'était quand j'étais étudiante et du coup quand j'étais étudiante c'était intéressant parce que comme j'avais pas de salaire, je payais pas beaucoup tu sais, je payais pas d'impôts sur le revenu, j'étais pas imposable Hmm. sur ces revenus-là. Et quand j'ai commencé à gagner bien ma vie, du coup là c'était assez Ah, ça négligeable comme piquait. revenu. Ouais, voilà, c'était assez négligeable comme revenu versus ce que je payais comme impôt dessus. Donc du coup j'ai décidé de les revendre, de séparer. Et aujourd'hui, là, j'ai plus rien en France. J'ai, sauf une SCPI, j'ai des investissements dans une SCPI parce que c'est quelque chose qui, voilà, t'as à t'occuper de rien. Et comme je suis résident étranger, j'ai des facilités fiscales aussi sur ça. Mais j'ai retiré mon cash et je l'investis ici. Ah, ouais. Ok. Et ici, du coup, tu peux nous dire un peu ce que tu as avant qu'on parte vraiment sur ton activité? T'es pas Ouais, obligé de ici, dire moi, le j'ai nombre deux de appartements. lots, mais deux. Ok. Ouais, j'ai deux appartements qui sont dans des quartiers qui sont dans des très bons quartiers, des quartiers hyper centraux. Et je fais du holiday home en fait. Je fais du court terme avec. Ok. Cool. Trop bien. Et ok. Et du coup, bah, on peut partir sur l'activité. Donc, ton activité à Dubaï. Qu'est-ce que tu proposes? Comment on achète à Dubaï? Enfin, on va faire ça un peu dans l'ordre.
déjà, si moi, bah voilà, je sais pas, on va dire, bah justement, je travaillais avec toi, j'étais informaticien dans la finance sur Tête Polytechnique. J'avais un salaire à, je sais pas, 150 000 euros par an. Et je me dis, ce serait une bonne idée, j'ai 40 ans, ce serait une bonne idée d'investir à Dubaï. Bah, qu'est-ce que tu me proposerais, en fait? Ouais, déjà avant ça, si toi tu as ce profil-là et que tu te poses une question d'investissement, moi je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu investisses à Dubaï et pas ailleurs. Ok, ouais. Parce Ah oui, forcément. Parce que si tu imagines ce profil-là, ça veut dire que tu payes beaucoup d'impôts, ça veut dire que tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, peut-être que tu as même déjà un premier investissement en France, et donc du coup, bah, tu te fais pas mal cartonner par les impôts. Voilà, à Dubaï, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune taxe. La seule taxe qui existe, c'est la TVA, qui est de 5 et qui a été implémentée il y a peut-être 4-5 ans. Mais avant ça, il n'y avait même pas de TVA. Donc aujourd'hui, tous les revenus de tes loyers, quand tu investis dans quelque chose, tous les revenus de tes loyers, ils sont complètement nets. C'est-à-dire que contrairement à un investissement en France, tu n'as pas de CSG, tu n'as pas pas D'impôt de sur le charges. revenu. T'as pas d'impôt sur les revenus de ces loyers-là. Et le jour où tu revends, t'as pas d'impôt sur la plus-value non plus du bien. Et Ok. en étant résident français, il y a il y a un contrat, tu sais, fiscal entre les Émirats et la France qui qui font que tu n'es pas imposé sur tes revenus locatifs dubaïotes. Donc, autre chose aussi, alors tu es censé par contre les déclarer quand même, mais c'est pas vu, pas pris, je dirais. Et les Émirats ne communiquent pas en fait. Ok. Ne communiquent pas à la France les assets que tu as ici. Donc du coup, le gros avantage, c'est ça, c'est que c'est complètement opaque et que en étant investisseur ici, tu peux, même en étant non résident, tu peux ouvrir un compte bancaire local. D'accord. Et après, tout se passe forcément du coup tout reste à Dubaï pour l'instant. Bien sûr, faut déclarer vos revenus. Hein. On n'est pas là pour vous faire frauder. Mais ouais, non, c'est sûr. Après, oui, c'est en fait des revenus mondiaux parce que moi, j'ai aussi des revenus de plusieurs pays. En fait, tu réintègres tes revenus mondiaux pour le calcul de ta tranche, mais c'est pas ça qui te fait payer Exactement. des impôts, je suppose. Ok. Et ok, donc ça on a vu. Et comment ça se passe du coup à Dubaï? Je sais. Alors, tu me corriges si je me trompe, mais je sais que les musulmans, les pays musulmans, et ils ont un peu des problèmes, enfin, pas des problèmes, mais des réticences avec l'emprunt. Je sais que c'est assez compliqué, non, En dans, fait, regarde, moi, je vais t'expliquer vraiment. ouais, Parce que moi, je suis musulmane, donc du coup, je connais bien. Moi justement, la chose qui a fait que j'étais pas rentière à 40 ans, c'est parce que justement, j'ai jamais fait de crédit et tous mes achats, je les ai fait cash. hmm, Donc, j'ai un profil d'investisseur un petit peu particulier. Et du coup, en fait, alors, ce qu'il y a, c'est que l'intérêt, c'est interdit, effectivement, chez les musulmans. Mais il y a comme tout, hein, tu vois, il y a une façon de bypasser un petit peu l'interdiction. C'est que, en fait, la banque, toi, quand tu t'es intéressé par un bien et que tu as envie de te le faire financer, la banque, elle va acheter le bien pour toi et elle va te le revendre avec une marge. Par exemple, tu achètes quelque chose 1 million, la banque te le revend 1,2 million. Donc, c'est la marge que la banque va se faire va être corrélée au risque qu'elle prend. hmm, Et donc, forcément, plus le remboursement se fait sur une longue durée, plus le risque de ne pas être remboursé est grand. Donc, forcément, ça s'apparente à de l'intérêt d'un point de vue financier, mais d'un point de vue éthique, c'est présenté d'une façon différente, ce qui te permet quand même d'avoir des financements qu'on appelle sans intérêt, mais où quand même la banque gagne de l'argent parce qu'elle t'a financé ton bien. ok. Donc c'est soit tu payes 1 million de dirhams tout de suite, c'est des dirhams, hein, dirhams ou dinars, dirhams, Ouais, dirhams. ouais. 1 million de dirhams tout de suite, ou soit 1,2 million dans cette. On voit souvent des pubs sur Facebook, sur Instagram, payés en 7 ans ou des choses comme ça. Tu payes un. Donc je pense que c'est comme ça que ça se passe. Si tu peux nous décrire Alors après, justement un peu.
Vas-y. Ouais, il y a d'autres choses. Vas-y. Moi, ce que je t'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est toi, par exemple, si tu veux acheter un bien qui est déjà livré, qui existe déjà, et que tu n'as pas tout l'argent en ta possession, bah, du coup, tu vas devoir prendre un crédit à la banque. Si tu es musulman et que tu peux pas passer par un crédit avec de l'intérêt, il y a des banques islamiques ici qui peuvent te donner un crédit avec en gros, une marge. La banque, elle se prend un profit parce elle t'achète le bien, elle l'achète pour toi 1 million, elle te le revend 1,2 million par exemple, et toi tu vas payer 1,2 million sur 10 ans. Voilà, Ok. c'est comme ça que maintenant, si toi, il y a des musulmans aussi qui sont un peu contre ça, qui trouvent que c'est une façon de faire de l'intérêt caché et tout. Donc, il y a aussi d'autres solutions. Si tu disposes pas de tous les biens, mais que tu peux quand même investir ici, tu peux acheter sur plan. Et dans ces cas-là, quand tu achètes quelque chose sur plan, c'est le promoteur qui te fait des facilités de paiement avec là, par contre, zéro intérêt, zéro marge. En gros, l'appartement va coûter 1 million et il va te dire, moi, je te fais un crédit sur 10 ans et tu vas payer 100 000 pendant 10 ans. Que tu payes maintenant ou que tu payes en 10 ans, c'est comme du 10 fois sans frais en fait. Ce sera le même Ok, prix. ouais. Ah, c'est pas auprès de D'accord. la banque, c'est auprès du développeur, du promoteur immobilier Ok. direct. Et les promoteurs, ils sont, enfin, tu sais, quand t'es à Dubaï, t'en as deux gros, là, Emaar Et corrige-moi, Damac, et Damac, voilà. C'est eux les promoteurs ou il y en a des plus petits aussi, je suppose, mais parce que ceux-là, ils sont liés à l'État, je pense, ces deux, non? Ces deux gros justement, promoteurs. ouais, ça dépend. Emar, oui. Emar, c'est semi-gouvernemental et concrètement, c'est le plus gros. C'est ceux qui, en fait, Emar, c'est la compagnie, en fait, la société qui façonne le Dubaï de demain, en fait, qui a façonné Dubaï. C'est Emaar qui a construit la Marina, c'est Emaar qui a construit Dubaï Mall, tout le quartier de Downtown et Burj Khalifa. Et là, ils sont en train de construire des nouveaux quartiers Dubaï Creek où ils vont construire une tour encore plus haute qui va faire 1 kilomètre de haut, etc. Donc, quand tu achètes dans du IMAR, tu sais que tu n'as aucun risque parce qu'en fait, déjà, c'est très solide financièrement et en plus, c'est eux qui ont les meilleures localisations. En fait, c'est eux qui définissent là où il faudra être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ça, c'est un. Le deuxième, c'est Damac. Damac, ils sont très gros, mais par contre, Damac, c'est complètement privé. C'est une société D'accord. voilà, c'est une société privée et indépendante qui est pas du tout corrélée au gouvernement, mais qui est ultra agressif commercialement, pardon, et aussi en termes d'expansion. Ils construisent partout, ils construisent tout le temps, et c'est ça qui fait qu'ils sont hyper performants et très connus. D'accord. Et Après, qui t'en mettent as. en plus leur stick sur tous les bâtiments qu'ils ont construits, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment leur. D'ailleurs, c'est eux qui ont été les premiers à le faire et ensuite les autres ont suivi. Après, tu as d'autres développeurs qui sont plus petits mais qui sont très solides. Ce qu'il faut regarder à Dubaï quand tu cherches à investir sur plan, il faut regarder justement l'historique du développeur. Est-ce que c'est son premier projet et ils sont nés hier ou est-ce que c'est un développeur qui est là depuis 50 ans, 40 ans et combien de Mm. projets ils ont livrés et aussi la qualité des projets qu'ils ont livrés. Ça, c'est super Ok. important. Après, ce qu'il faut savoir aussi, je rajoute, parce qu'on a souvent des fausses idées au sujet de l'investissement sur plan à Dubaï. Il y a une loi qui a été mise en place il y a 5-6 ans. En fait, quand toi, tu achètes sur plan, tout l'argent que tu vas virer au développeur avant la livraison sera déposé sur un compte séquestre. En fait, je ne sais pas si c'est comme ça en France, par exemple, mais du moins à Dubaï, il y a 10 ans, c'était pas le Mm. cas. Et en fait, ça permet d'éviter le risque que voilà, le projet se fait pas et puis toi, tu as perdu l'argent que tu as engagé ou le, 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 le Il n'est pas boss, fini ou il fait faillite. ouais, voilà, soit il fait faillite ou soit il s'en va avec la caisse ou peu importe. Mm. Parce qu'investir dans un pays étranger, ça reste quand même, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et du coup, ça, c'est vraiment un argument qui fait que du coup, tu peux te dire, écoute, bah voilà, j'investis dans ce bien et si jamais il n'est pas livré, si jamais il y a le moindre problème, tant que j'ai pas mes clés, même s'il fait faillite, je récupère mon argent, moi, je récupère ce que j'ai versé. D'accord. Ouais. Ok, super. Et, euh, et du coup, alors les prix au mètre carré, ils ont pas mal bougé, hein. Je suppose déjà qu'il y a des prix par quartier, forcément. Et Ouais, ouais. de ce que j'ai vu, il y avait eu il y a à peu près 2-3 ans une bonne baisse, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis et il y a une spécificité, je pense, qui n'existe pas du tout en France, c'est que les loyers, ils sont un peu corrélés à la variation des prix de l'immobilier, non? Dans le sens, Euh, si le prix de l'immobilier il baisse, ton loyer il va baisser.
Ouais, en général. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Donc, c'est vrai que quand tu viens investir à Dubaï, il faut oublier tous tes réflexes et toutes tes connaissances, toutes tes certitudes en fait de l'immobilier à l'européenne. Ici, c'est un marché où 99% des biens à Dubaï appartiennent à des capitaux, à des investisseurs étrangers. En fait, c'est une ville qui se construit grâce aux capitaux étrangers, grâce aux investisseurs comme moi ou comme peut-être toi bientôt. Et donc, du coup, tu as très peu de personnes qui habitent là où ils ont acheté. Contrairement à la France, où je connais pas le pourcentage exact, mais il y a énormément de gens, leur premier achat, ça va être pour leur résidence principale et ensuite, ils vont aller sur de l'investissement. Ici, à Dubaï, c'est le contraire. Tu as énormément de gens qui habitent ici, qui louent, qui sont en location, mais qui ont 3-4 biens en investissement. Et tu as plein de gens aussi qui n'habitent pas ici, qui ont jamais mis un pied à Dubaï, mais qui ont 3-4 biens aussi, puisque le rendement, il est super élevé. Donc, effectivement, les prix des loyers, ils sont ultra volatiles et les prix de l'immobilier sont très volatiles aussi. Ici, c'est un endroit où tu peux pas te dire, bah, j'achète maintenant, je le garde pendant 20 ans et dans 20 ans, j'aurai fait x2 comme à Paris ou comme dans certaines villes de France. Ici, tu peux garder le même bien pendant 20 ans et il peut avoir soit la même valeur, soit avoir pris 20%, soit en avoir perdu la moitié. Mais par contre, tu peux également acheter aujourd'hui et avoir fait x2, voire x3 dans 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, du coup, c'est c'est hyper beaucoup plus volatile. volatile en fait, dans les deux Ouais. sens, quoi. Et c'est très cyclique aussi. Et c'est ça qui fait que tu peux faire des coûts énormes. Alors, il y a certaines personnes qui vont voir ça comme un énorme risque et comme quelque chose de plutôt négatif. Mais en fait, c'est là que tu fais les meilleurs. C'est là qu'il y a les plus grosses opportunités. Et c'est là qu'il y a les meilleurs coûts à faire. En fait, il faut se dire que tu investis dans l'immobilier à Dubaï comme si tu investissais en bourse, par exemple. C'est ça. Après, la différence, c'est qu'en bourse, alors je parle ça du point de vue grosse plus-value très rapide, du point de vue short terme et cyclique, mais c'est quand même beaucoup plus sûr. Et il y a quand même beaucoup de signaux sur lesquels tu peux te baser pour investir aujourd'hui, dans le sens où c'est un endroit du monde qui se développe énormément, qui se développe très très vite. Tout à l'heure, on parlait des changements qu'on a vus. Tu vois, il y a bientôt, alors c'est encore confidentiel, c'est pas public, mais il y a les casinos qui vont ouvrir bientôt à Dubaï grâce au Covid et grâce à toutes les mesures qui ont été prises en termes d'ouverture. C'est dans le top 5. Ça fait 5-6 ans que Dubaï et les Émirats sont dans le top 5 des villes les plus touristiques au monde. C'est le pays le plus safe au monde. C'est une étude qui a été faite, tu sais, par une assurance qui t'assure quand tu pars en vacances. C'est le pays le plus sûr au monde. Donc, toutes ces choses, en fait, envoient plein de signaux et qui font qu'en ce moment, bah, voilà, l'immobilier il est en train de boomer, en fait, à Dubaï. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que quand j'avais été à Dubaï, on avait fait, je sais pas, une sorte d'excursion, puis le guide nous avait dit le taux de criminalité, mais ça ne nous parlait pas du tout. Tu vois, c'était genre 0,5 pour 1000 ou c'était. Mais après, j'avais vérifié parce que j'avais été au Japon, que j'ai trouvé l'endroit hyper safe où t'as les gens, ils ont leur clé de voiture accrochée à leur sac à dos, leur téléphone tu vois, dans une poche du sac à dos et tout. Et puis en fait, effectivement, les taux de criminalité à Dubaï, c'était encore plus bas qu'au Japon. Alors sûrement pas pour les mêmes raisons exactement, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être un gros plus pour pas mal de monde. Et du coup, je revient sur les prix. Combien est-ce que ça coûte, par exemple, je sais pas, un 70 mètres carrés bien Bah, en fait, placé? ouais, voilà, tout dépend où tu te trouves, mais on va dire si tu es sur des quartiers comme Downtown, City Walk, qui sont des quartiers super haut de gamme, parce qu'après, bien placé, ça veut pas dire haut de gamme non Ouais. plus, tu vois. Tu peux avoir un quartier comme Marina, par exemple, c'est en général super aimé des touristes. Donc, si tu veux faire du short terme, c'est intéressant d'investir là-bas. Par contre, entre une tour et une autre, tu vas avoir des prix qui sont du simple au Ouais. double au mètre carré, ce qui n'est pas le cas à Paris, par exemple. Mais si on regarde sur des endroits qui sont à la fois bien placés et à la fois tout neufs et super appréciés des touristes comme Downtown et City Walk, c'est aux alentours de 5 000 euros du mètre carré, ce qui fait la moitié d'un quartier, du quartier le moins cher à Paris. Ok. Et Ouais. dans ce package, tu as des prestations qui n'ont rien à voir.
T'as une piscine, une salle de sport, une conciergerie 24 heures sur 24, des fois un voiturier, etc. Ok. Ouais, c'est vrai que la dernière fois que j'étais à Dubaï, j'étais avec des potes à moi et puis le but c'était le logement. On s'en foutait un peu. Enfin, on était juste entre gars et j'ai pris le truc le moins cher à Marina. Bon, c'était un 4 étoiles soi-disant. On a payé 300 euros, je crois, non, 500 euros pour 6 pour 3 jours. Donc ça faisait genre 30 euros la nuit. Et tu voyais bien que la tour, elle avait quand même, elle avait déjà bien vécu. Ouais. C'était pas là où tu demandes ta copine en mariage, quoi. Mais bon, pour nous, ça avait très bien fait l'affaire. Et ok, et les charges, du coup, tu as dit qu'il y a plein de services. Je suppose il y a des charges qui ont un certain coût. Combien ça coûte par mois? C'est tout ça, la piscine, le... Donc, t'as pas de chauffage, t'as la clim, je suppose, mais t'as pas de chauffage à payer souvent. Ben, les charges comme la clim, etc., ça, c'est à la charge du locataire en général. Donc, D'accord. c'est pas un problème pour le propriétaire. Par contre, ouais, tout ce qui est entretien des parties communes, c'est quelque chose qui dépend de la taille de ton appartement. Ici, on compte en square foot. C'est des pieds carrés au lieu des mètres carrés, en fait. Et en fonction des quartiers, pareil, tu vas avoir un coût différent. On repart sur le même exemple de City Walk ou Downtown. Tu vas être aux alentours de 20 dirhams du square foot, en fait, à peu près. Donc, 20 dirhams, ça fait 5 euros du square foot. Et quand tu es sur quelque chose qui fait 70 mètres carrés, ça fait 700 square foot. Je te fais le calcul en live. Donc, ça fait 14 000 dirhams à l'année. C'est des charges qui se payent à l'année. 14 000 dirhams, ça fait environ 3 500 euros à l'année. Ok, ouais. Ouais, donc, il y a des services, mais ouais, 300 euros 300 euros par mois, grosso modo. Ok. Et du coup, on va en venir au nerf de la guerre. Donc, la renta. Combien est-ce qu'on peut espérer de renta? Toi, tu proposes du coup des appartements pour du short terme ou pour du moyen terme? Ça dépend vraiment du projet de nos clients, en fait, parce qu'on a des clients ici qui souhaitent à la fois faire un investissement locatif, mais à la fois avoir un pied-à-terre quand ils viennent en vacances à Dubaï, parce qu'ils viennent 2-3 fois par an. Donc ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est t'es obligé de faire du short terme avec eux, parce que sinon ils pourront pas bénéficier de leur appart quand ils viennent. Et dans ces cas-là, c'est sûr que tu vas aller sur des localisations qui vont plaire aux touristes, parce que le but c'est qu'ils soient pleins tout le reste du temps, en fait. Donc, quand tu es sur ce genre de choses, tu es aux alentours entre 12 et 15% de rentabilité nette. Et quand tu es sur du long terme, donc ça, c'est des gens qui veulent plutôt avoir la paix et qui veulent juste faire un bon investissement et pas trop s'en occuper. Dans ces cas-là, tu es aux alentours de entre 7 et 8% net. Et là, je te compte quand tu as enlevé les service charges, quand tu as enlevé les charges annuelles. Ok. Donc, tout ce qui t'arrive sur ton compte, net. Il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Donc, si tu as payé 100 000 euros, 7 000 euros. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le ticket d'entrée pour un bien enfin, je suppose, voilà, ça dépend des personnes qui veulent habiter et tout. Mais si demain, tu as quelqu'un qui veut investir à Dubaï, qui est un peu jeune, combien tu lui dirais enfin, c'est quoi le ticket d'entrée de ce que tu proposes? En fait, excuse-moi, ça, c'est encore une idée reçue sur Dubaï. Tu sais, on a l'impression qu'ici, c'est vraiment une ville de millionnaires, etc. Et en fait, le ticket d'entrée ici pour avoir quelque chose qui va être dans des quartiers un peu périphériques, mais qui sont quand même à 15 minutes, 20 minutes du centre-ville, sur un studio qui va faire environ 35-40 mètres carrés, le ticket d'entrée, c'est environ 100-110 000 euros. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est abordable. Évidemment, pour ce prix-là, tu vas pas avoir quelque chose en plein centre-ville et tu vas le louer beaucoup moins cher que quelque chose qui serait beaucoup mieux placé. Mais au final, tu t'en sors à, comme tu disais, 7 000 euros par an de rendement. Et il y a peu d'endroits quand même en France où tu peux avoir quelque chose pour ce prix-là qui va te rapporter 7 000 euros net. Ouais, après impôt. Et qu'est-ce que tu en penses parce que c'est vrai que c'est un peu frappant quand tu vas à Dubaï, quand tu vois toutes ces tours, tu te demandes si elles sont pleines, quoi. Enfin, ça pousse tellement vite, elles sont tellement hautes et tellement grandes est-ce que c'est facile de trouver des locataires? Ouais, franchement, c'est facile de trouver des locataires. Après, tu sais comment c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, tout dépend de ton prix. Si tu
très pressé et que tu veux éviter la vacance locative à tout prix, dans ces cas-là, tu baisses un petit peu ton prix et tu vas trouver quelqu'un. Si tu veux vraiment maximiser ton profit et que tu veux pas du tout baisser ton loyer, oui, tu vas mettre un petit peu plus de temps. Si vraiment le but c'est de faire le maximum de profit, le mieux c'est de faire du short terme en fait, des locations de vacances. Et dans ces cas-là, oui, en général, c'est tout le temps plein. Moi, je le fais pas, ça personnellement, c'est pas un service que je propose parce que ça prend énormément de temps et c'est un métier à part. Mais j'ai des partenaires en fait. Je travaille avec des sociétés qui le font. Et pour te donner une idée, pour un appart qui coûte 1 million de dirhams, j'ai eu le cas très récemment cette semaine. Un appartement qui a été acheté par un de mes clients à 1 million de dirhams, c'est 250 000 euros. S'il le louait en long terme, il m'avait demandé de lui louer en long terme, ça lui rapportait 80 000, ce qui fait 20 000 euros à l'année. Et quand je me suis renseignée avec la société qui fait le short term, ils lui ont donné 130 000. Donc, c'est à peu près 60% de plus. Il sortait à 13% net, donc il n'y a pas photo en fait. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il faut que tu le meubles et il faut aussi que tu payes, tu t'installes Internet, tu payes l'électricité, etc. Donc, il y a des gens qui n'ont pas trop envie de ça. Mais si toi, tu veux faire la renta, c'est ce qu'il faut faire à 100%. Ok, du coup, dans un monde parfait, alors ça peut changer, je suppose, mais tu t'achètes un appart à 250 000, tu payes un acompte. Au début, c'est un acompte. C'est combien cet acompte? 10%? 20%? Ça dépend des développeurs, mais c'est entre 10 et 20%, plus les frais de notaire. C'est l'équivalent des frais de notaire. Ici, c'est les frais d'enregistrement à la municipalité. Ça coûte 4%. Donc, en gros, tu donnes entre 14 et 24%. D'accord. Donc, admettons que je vais acheter un bien à 250 000. On va dire que je peux mettre 30-35 000. Et après, en théorie, parfaite, il peut se payer tout seul si on fait de la location courte durée pendant 10 ans, quoi. Après, pas tout de suite, parce qu'en général, quand tu payes comme ça sur plan, il est pas livré tout de suite. Donc, d'accord. Toi, tu vas commencer à payer et donner 5%, 10% tous les 6 mois, etc. Et alors ça dépend vraiment des plans de paiement. Il y a aussi des développeurs qui te font des plans de paiement sur 7 ans où tu payes tous les mois 1 000 euros, par exemple. Tu vois, pour un studio, je te donne l'exemple d'un studio à 110 000 euros. Effectivement, tu vas donner à peu près 15 000 euros tout de suite parce que tu vas donner 10% plus les 4% de frais d'enregistrement. Et ensuite, tu vas payer 1 000 euros pendant 7 ans au développeur, sachant que ton appart, il est livré dans 3 ans. Donc, tu vas être sur de l'investissement pur entre maintenant et 3 ans. Tu vas donner 36 000 euros en 3 ans. Et ensuite, une fois qu'il est livré, il s'autofinance. Et tu vas payer ensuite 4 ans après la livraison, 1 000 euros par mois, toujours. Donc, pendant 4 ans, tu veux dire? Pendant 4 ans après Ouais. Ok. Et est-ce que le promoteur, il regarde ta stabilité financière? Comment? Parce que lui, en fait, c'est lui qui prend le risque, du coup. Non, le promoteur, il regarde rien du tout. Ici, c'est aussi quelque chose qui est pas mal avantageux. C'est encore une fois, on n'est pas là pour inciter à quoi que ce soit, mais ici, personne ne te demande la provenance de tes fonds. T'as pas besoin d'avoir un dossier, même pour de la location. D'ailleurs, t'as pas besoin de ramener un dossier avec tes fiches de paye, avec tes relevés de compte, etc. Parce qu'en fait, tu payes à l'avance. Tu donnes des chèques, en fait. Tu donnes des chèques post-datés. Et donc, du coup, en étant propriétaire, tu n'as pas de risque de loyer impayé. Donc, c'est un avantage supplémentaire. Après, si les gens ne payent pas, je suppose ils sortent rapidement, quoi. Et voilà. Il n'y a pas de discussion possible. Les squatteurs, ces choses-là, ça n'existe pas tout simplement ici. Donc, tu peux même louer plus que c'était prévu au départ, parce que ici tu fais des contrats de location d'1 an et tu décides 1 mois avant la fin de renouveler ou non. Par contre, si tu veux partir avant, admettons qu'au bout de 9 mois tu veuilles partir, ou au bout de 6 mois même tu veuilles partir, le contrat de location type, qui est quelque chose qui est commun à tout le monde, prévoit 3 mois de pénalité. En fait, le locataire. Si tu restes 6 mois, tu seras obligé de payer 9 mois. Et toi, comme tu es propriétaire, entre-temps, tu peux trouver quelqu'un d'autre et tu peux au final louer ton appartement pendant 15 mois au lieu de 12.
Ouais, c'est assez courant à l'étranger d'avoir nous quand t'es français, t'es pas habitué à ça, mais des contrats fixes comme ça, des échéances fixes, c'est assez courant. Ok. Et je suppose le promoteur, si tu payes pas, il te saisit l'appartement et c'est réglé, quoi. En fait, tu as deux solutions. Tout ce que t'as prépayé, Ouais, il tu as le deux garde. solutions. Si tu fais un défaut de paiement, bon, déjà, on va te laisser énormément de temps. Moi, j'ai des clients qui ont 4-5 mois de retard sur leurs échéances et on leur a toujours rien saisi. Donc évidemment, la meilleure des situations et ce qu'on va conseiller à tout le monde, c'est de bien calculer son budget et de payer en temps et en heure. Si c'est pas le cas, il y a quand même un petit délai pour que tu puisses payer. Et à partir de 30%, une fois que tu as payé 30% de la valeur du bien, toi, tu as le droit de le revendre, ton bien, D'accord. même si c'est pas livré. Donc, et plus tu te rapproches de la date de livraison, et plus l'appartement il a pris de la valeur. Il y a des gens qui vivent de ça, qui ont acheté, qui ont le budget pour un appart, mais qui vont en acheter 3, qui vont donner 3 fois 20% ou 3 fois 30%. Et une fois qu'ils sont arrivés, ensuite ils attendent. Et une fois qu'ils sont arrivés à 1 an de la livraison, ils revendent avec une plus-value de 30% sur chaque appart, en fait. Okay. Donc, tu as toujours moyen de t'en sortir. Et effectivement, par contre, si tu n'arrives pas à le revendre et que tu n'arrives pas à payer, là, s'il n'est pas livré, tu n'as pas trop d'autres solutions qu'effectivement perdre ta mise. Une fois qu'il est livré, tu peux faire un crédit, même si tu n'es pas résident. En mettant en garantie le bien, quoi. Ouais, exactement. Donc ça reste quand même quelque chose de super flexible. Tu vois, en France, par exemple, si tu n'es pas résident et que tu n'es pas français et que tu n'as pas de revenus en France, bonne chance pour aller faire un crédit. Choper un crédit. Alors qu'ici, c'est plus ou moins automatique à partir du moment où le bien est déjà construit et livré. Ok. Et est-ce qu'une fois que tu as un bien, tu peux t'en servir comme garantie pour enchaîner des opérations, tu vois, je sais pas si tu as déjà un bien qui est payé et tout, tu peux le mettre en hypothèque pour aller sur un autre projet ou des choses comme ça? Ça existe, ça? Ça dépend des banques. Moi, j'ai jamais vu et j'ai jamais eu de client qui faisait ça. Donc, je peux pas te garantir à 100%. Mais après, ici, il y a aussi quelque chose pour éviter justement qu'il y ait trop de spéculation et que tout se casse la gueule un peu comme les subprimes. Tu vois, quand tu fais un premier achat immobilier de quelque chose qui existe. Là, on part sur un bien existant, on n'est pas sur du off-plan. Il faut que tu donnes un acompte de 25% de la valeur du bien. Si ton crédit il est encore en train de courir et que tu vas acheter un deuxième, là, il va falloir que tu mettes 50% d'acompte pour éviter que les gens mettent 10% un peu partout. Face du levier à mort. Ouais. Ouais, exactement. Donc, du coup, par contre, si tu vas acheter sur plan, là, tu peux en acheter 10. Personne ne te demande quoi que ce soit. C'est pour ça que la plupart des clients, moi, de mes clients en tout cas, ils s'orientent vers de l'achat sur plan parce que ça présente énormément d'avantages. Déjà, tu as des facilités de paiement, tu payes en plusieurs années à taux zéro. En plus, tu as une plus-value automatique qui se fait à la livraison en général entre 20 et 30%. Donc, même si le bien, tu n'as pas envie de l'exploiter, tu peux te dire, bah voilà, je le revends à la livraison et je me fais 30% alors que j'ai immobilisé la moitié de la valeur du bien pendant 3 ans, par exemple. Ok, super. Et dernière question que je voulais voir avec toi, c'est les transferts d'argent. Est-ce que c'est facile entre la France et Dubaï? En fait, ça dépend. Il faut obligatoirement apporter des justificatifs. En fait, il faut montrer. Ici, quand tu veux booker un appartement, tu peux le faire avec 1 000 euros. Tu vois, on va t'envoyer un lien de paiement de 1 000 euros juste pour que l'appartement n'apparaisse plus dans l'inventaire du promoteur. Et ensuite, tu as 1 semaine, 2 semaines pour transférer les 10%. Pour transférer, une fois que tu auras payé les 1 000 euros, on va te donner un formulaire de réservation. Et grâce à ce formulaire de réservation, sur lequel il y aura le descriptif de l'appartement, l'adresse, ton nom, ton prénom, la taille de l'appart, etc. Grâce à ça, en fait, toi, tu peux aller à ta banque et leur demander de virer l'argent sur le compte du promoteur. Après, donc ça se fait. Et ça, moi, je le fais tout le temps. Mais c'est pas facile parce que les banques françaises vont tout faire pour que tu le fasses pas. Okay. Donc, si tu me demandes si c'est facile, non, c'est pas très facile, mais il suffit juste de leur dire, écoutez, ça c'est mon argent. Je vous ai demandé d'envoyer telle somme à tel endroit et ils ont aucune raison et ils ont aucun moyen de ne pas te l'accorder en fait. Okay. Mais c'est rare que ça se passe sans encombre, on va dire.
D'accord. Et dans l'autre sens, pour virer de l'argent de Dubaï vers la France? Ah, ça, c'est super facile par contre, parce que comme c'est un pays où il y a une majorité d'expatriés, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils gagnent des salaires ici et puis ils envoient, quand le taux de change est favorable, ils envoient dans leur pays d'origine pour un investissement, pour acheter une maison ou peu importe. Et donc, du coup, dans ce sens-là, ça se fait très facilement au contraire. Et les banques françaises, elles posent pas de problème de provenance des fonds et tout, elles te posent pas trop de questions? Le truc, c'est que toi, si t'as déjà, si toi, tu habites à Dubaï, c'est tout simplement tes salaires. Tu dis, Ouais. voilà, c'est mes salaires, c'est mes économies. Non, on te demandera rien du tout. Okay. Par contre, si tu es résident français et que tu fais venir de l'argent d'un compte à Dubaï à ton nom, encore une fois, c'est un compte à ton nom, donc c'est pas de l'argent qui vient de nulle part. Il est possible qu'ils te demandent, mais comme toi, tu es propriétaire, tu as ton acte de propriété, tu leur dis tout simplement, c'est mes revenus de loyer et voilà. Ok. Pas de problème. Okay. Ce qui pose problème, c'est quand tu viens avec du cash en France, en fait. Du cash, quoi. Du cash, ouais, physique, ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est. Et c'est quoi, 10 000 dollars, 20 000 dollars? Ça dépend des pays, je pense, hein. Qui commence à poser problème. En France, c'est beaucoup moins que ça. Je crois qu'à partir de 3 000 euros, si tu viens avec 3 000 euros en espèces que tu veux déposer sur ton compte en France, je pense que Ah, ouais. Ah oui, si tu veux les déposer sur ton compte. Ouais, je parlais de la douane, mais ouais, si tu veux les déposer sur ton compte, je crois que ouais, c'est. la douane, c'est 10 000. En tout cas, nous, en tant que résidents étrangers français, on peut voyager avec 10 000 euros cash. Ok. Et trois. Je vais essayer de faire tenir le podcast en 1 heure. Donc, deux, trois autres questions. Du coup, toi, ton rôle exactement, c'est quoi? C'est sourcer les biens. Ensuite, tu t'aides les gens pour, je suppose, lire les actes ou comment ça se passe? En fait, voilà, moi, les clients, je les accompagne comme si c'était moi, en fait, comme si c'était un ami ou une personne de ma famille. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, en conseillant des gens que je connaissais. En gros, voilà, un client va venir me voir et me dit, voilà, moi, j'ai 100 000 euros à investir. Quelle est ma meilleure option? Donc, je vais essayer de comprendre quel est le projet. Est-ce que c'est pour un pied-à-terre? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est pour est-ce que vous souhaitez faire de la plus-value pour plus tard, mais le rendement c'est pas la priorité, ou est-ce que au contraire vous en fichez un peu de la plus-value, mais vous voulez quelque chose qui crache au quotidien du rendement? Voilà, je vais essayer de comprendre tout ça et en fonction de ça, je vais ramener au client 3 options. En général, je me limite à 3 parce qu'après, quand on donne trop de choix, les gens sont un peu perdus, ils savent pas trop à quel sens vouer. Je vais ramener 3 options où je calcule exactement, voilà, là, c'est combien tu vas le louer en me basant sur si c'est quelque chose qui existe dans les loyers de la tour existante ou du quartier. Si c'est quelque chose qui n'existe pas, ça va être des choses équivalentes dans le quartier, moins les services charges annuels, et je vais sortir à chaque fois le rendement. Et je vais expliquer aux clients, je vais apporter du conseil en leur disant, voilà, moi, j'irai sur ce bien-là parce que le développeur, il est plus digne de confiance, parce que c'est quelque chose qui va mieux vieillir dans la durée, ou tout simplement parce que le rendement est meilleur et c'est ce que vous cherchez, à bien égal. Donc, je vais leur donner un report, en fait, vraiment un rapport détaillé des biens, du prix au mètre carré, des services charges, du rendement. Et ensuite, si le client dit OK, je vais acheter celui-là, je vais les accompagner tout au long de l'achat, de la transaction, jusqu'à ce qu'ils reçoivent les clés. Et à la réception des clés, s'ils le souhaitent, je m'occupe de la gestion locative et incluant aller ouvrir le compte en banque pour mon client, déposer les chèques sur son compte, de sorte qu'il ait à s'occuper de rien. Okay. Et comment tu te rémunères, un pourcentage? En fait, si c'est un bien existant, on achète un particulier, donc dans ces cas-là, je prends un pourcentage sur la vente qui sera payé par l'acheteur. Ça aussi, c'est un peu différent de la France. En général, en France, c'est partagé entre l'acheteur et le vendeur. Ici, à Dubaï, c'est payé que par l'acheteur, ce qui peut être un truc positif le jour où toi, tu peux revendre ton bien parce que tu sais que tu n'auras rien à payer, ce sera du net. Et par contre, quand je travaille avec des développeurs, je suis payée directement par le développeur, ce qui veut dire que ma prestation envers le client, elle est totalement gratuite. Il paye le même prix que s'il était passé par quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, il paye le même prix que s'il était passé en direct auprès du développeur, voire même moins cher avec moi, parce que moi, je fais du volume avec eux. Donc, du coup, j'ai des prix, ils me font en général des pourcentages, des discounts, etc. Chose que toi, quand t'es client, t'arrives tout seul, c'est impossible à négocier.
Ok. Et sur l'existence, c'est combien les frais d'agence à peu près en pourcent? Sur l'existence, c'est 5%. 5%. Ok. Que tu payes tout de suite, je suppose ça. Il y a pas de crédit là-dessus. Ouais, ça, faut le payer tout de suite, effectivement. Ouais. Parce que sinon, la je ne le revois plus et j'ai jamais ma com. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Et les actes, ils sont en anglais ou ils sont en arabe? Les deux. Les Ok. deux. C'est les langues officielles, donc tout est traduit en anglais et en arabe. D'accord. Et t'arrives, les promoteurs, je suppose que tout le monde parle au moins anglais. Enfin, ils ont au Tout le moins un monde parle. contact un peu. Non, non, tout le Ouais. monde, tout le monde. Chaque individu qui travaille dans une entreprise ici à Dubaï parle anglais. Il y a assez peu de gens qui parlent arabe au final. Et la langue du pays, c'est vraiment l'anglais. Donc, tu trouves toujours quelqu'un qui parle anglais. Par contre, Ok. c'est des clients en général qui parlent pas anglais. Ouais, c'est ça. Si nos ministres ils parlent pas anglais, donc ouais, ouais. Du coup, toi, bah, tu fais l'intermédiaire avec eux, je suppose. C'est aussi Ouais, moi, ça. je m'occupe de tout. Je leur explique, tu vois, quand ils reçoivent le contrat de vente, bah, je le traduis avec eux. On fait un Zoom, je leur explique toutes les clauses. Quand il faut envoyer l'argent aussi, je suis là avec eux pour obtenir les reçus et tout. Je fais tout le suivi, en fait, tout le suivi. Je leur explique où il faut signer, quand est-ce qu'il faut renvoyer ça et tout, etc. Hmm. Pour que ce soit le plus clair et le plus simple possible, en fait. Et c'est plutôt très simple, pour être honnête. C'est pas Ok. vraiment compliqué. Et parce que juste comme ça, l'arabe, on n'écrit pas les voyelles hein, souvent. Il y a un truc comme ça, non? C'est assez dur à lire, même si on le parle, je crois. Ouais, les voyelles, c'est différent, effectivement. Ouais. Du coup, ouais. C'est pour des actes. Déjà, les actes notariés, quand c'est dans ta langue maternelle, t'as parfois du mal à comprendre. Du coup, ouais, s'il manque les voyelles. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour. Là, on est à 59 minutes. Normalement, je pose quelques questions, mais je vais juste, allez, je vais t'en poser deux. La première, c'est qu'est-ce qui, selon toi, fait que ton business il fonctionne? Il y a plusieurs facteurs. Je vais essayer d'être brève. Déjà, Ouais. le fait que l'immobilier à Dubaï, toutes les conditions qu'on a décrites font qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se tournent vers Dubaï pour investir parce que c'est super intéressant. Le fait que, donc ça, c'est, ouais, voilà, pourquoi mon type de société marche bien en général, c'est pour Hmm. ça. Ensuite, pourquoi les gens en général ils font appel à moi, c'est parce que je suis à Dubaï depuis pratiquement 10 ans, que je suis moi-même investisseur à Dubaï et que donc je sais de quoi je parle en fait le marché, je l'ai étudié en long, en large et en travers. Et du coup, bah, je suis au courant de tout et je peux apporter le meilleur conseil. Autre chose aussi, c'est que, comme tu l'as vu, je suis assez bavarde. J'aime bien créer un relationnel avec les gens et mes clients, je leur pose 1 million de questions, je les écoute, j'essaie de comprendre leur histoire. Est-ce que tu viens en famille? Est-ce que tu es tout seul? À quel moment de ta vie t'es? Est-ce que tu as envie de prendre des risques? Est-ce qu'au contraire, tu veux un petit investissement pépère, sans risque? Et en fonction de ça, je vais leur proposer des options différentes. Donc, en général, ça, les gens le comprennent. Ils me font confiance et ça m'est arrivé de dire non, avance pas sur ce bien-là parce que tu vas te mettre en galère et tout, etc. Ils me font confiance et du coup, derrière, ils me recommandent. Ok, super. Et la dernière question, alors tu n'as pas eu tout réfléchi, ça va peut-être être compliqué. Est-ce que tu as un invité à me recommander, quelqu'un, alors ça peut être dans tous les domaines, mais un peu autour du bye bye patron, de l'investissement, que tu me recommanderais, je sais pas, tu as peut-être un ami qui fait du short terme ou alors, qui parle français, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour les auditeurs. Franchement, là tout de suite, j'ai aucune idée, mais si tu veux, j'y réfléchis et je te Ok, recontacte. Voilà ça. J'ai oublié de dire quelque chose pour que tu saches. C'est que ici à Dubaï, tu peux acheter des propriétés en Bitcoin. ok, ouais, tu peux en Bitcoin, mais pas 100%, c'est. Si tu peux passer, alors soit tu passes par des brokers Ouais, qui prennent un pourcentage, soit tu peux acheter 100% en passant par certains développeurs, dont Emark est le développeur principal dont on a parlé au début, soit une fois que tu as payé ton acompte et que tu as ouvert un compte ici, bah, tu peux déverser l'argent de ton wallet sur ton compte personnel ici et ensuite payer avec en dirham. ok, super. Bah, c'est une bonne nouvelle pour les gros investisseurs crypto qui ont peut-être fait. Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu commences à avoir fait. Alors, c'est pas tout le monde, mais je connais soit directement ou soit indirectement des gens qui ont fait des centaines de milliers ou des millions d'euros en crypto.
Bah, c'est pas si simple de les dépenser en fait, parce que c'est pour ça qu'on voit un peu dans le monde de la crypto, tous les trucs métaverses et tout qui se vendent en millions d'euros. C'est pas, en fait, c'est des gens, je pense la plupart qui ont fait des millions en crypto et qui savent pas trop quoi en faire, quoi. Donc, pouvoir les basculer dans le monde réel, ça peut avoir du sens sur ça. Et les plus-values, je crois que les plus-values crypto sont pas imposées non plus. Enfin, Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. En ouais, fait, moi, j'ai des ouais, clients français qui font ça parce que voilà, ils ont fait beaucoup d'argent et que s'ils font transiter l'argent vers la France, ils vont avoir 40% d'impôts. Donc, du ouais. coup, ils l'envoient ici. Et même s'ils passent par un broker et qu'ils perdent 5%, c'est un moindre mal, en fait. Mhm. Ouais, ouais. Je crois que c'est 30% en France, mais bon, c'est sûr que 30 ou 5, on a vite fait le calcul. Eh ben, écoute, en tout cas, ça m'a fait super plaisir, Agathe. Vous ne savez pas, mais on a eu toutes les misères du monde pour enregistrer ce podcast. J'espère que le rendu sera très bon. Et si les gens veulent te contacter, tu as un site, tu as un Instagram, du coup, l'agence Dubaï, c'est ça? Ouais, mon Instagram, c'est l'agence underscore Dubaï et mon site, c'est l'agence-dubaï.com. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie. Je te souhaite un bon dimanche. Et puis, à bientôt. Si je passe à Dubaï, je t'écrirai. Hein. De toute façon, je vais y retourner tôt ou tard, hein, je pense. Ouais, Allez, à bientôt. à très bientôt. Ciao.